Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Happy New Year. Happy New Year. Sabine, j'espère que vous portez très bien, l'endroit où vous vous trouvez, hein. Bienvenue donc, cher ami, à notre spéciale émission Jacques Roger Show, et j'espère que vous vous portez très bien dans les quatre coins du monde. Alors, nous allons essayer régulièrement d'animer une chronique de 15 à 20 minutes. On va essayer pratiquement tous les jours, ça ne sera pas facile, à partir donc de 14 heures, heure donc de Washington, 14h15, 17, 18, 19 heures, voilà, donc ça sera 19 heures GMT et 21 heures, heure donc de Paris, hein, de façon à donner notre point de vue par rapport à tous les différents sujets donc d'actualité. Alors, la question qui m'avait été posée, c'est que pour certaines personnes, je prends beaucoup position pour M. Thiam et le PDCI EDIA, mais j'ai été clair, hein, voilà. J'aime bien Thiam, je souhaite qu'il soit le président et je fais tout faire pour qu'il soit donc le futur président de la Côte d'Ivoire. Quant au PDCI EDIA, non, je ne suis pas membre actif du PDCI EDIA, voilà, mais j'aime le PDCI EDIA et c'est clair, voilà. Donc, ce qui est clair, mais croyez-moi, par rapport au sujet donc d'actualité, je ferai en sorte d'être beaucoup plus fair. D'ailleurs, c'est pourquoi parfois certaines personnes ont des difficultés pour me canaliser parce qu'ils ne savent pas où je me trouve. Tantôt on pense que je suis contre Thiam, mais là c'est un peu rarement d'ailleurs, contre le PDCI, pro RHDP, bon ben, tout ça c'est quand même un peu suprême, voilà. Mais une chose est sûre, je ferai en sorte, voilà, d'être assez clair avec les auditeurs et donner mon point de vue en tant qu'Ivoirien, quelqu'un qui aime donc son pays. Alors, on va mettre plusieurs segments en place. Alors, on avait voulu faire donc une émission donc très rapide, mais au compte tenu donc de l'actualité, des choses qui bougent très rapidement avec la nomination, hein, d'un vice-premier ministre stagiaire, permettez-moi l'expression, Téné Birahima Ouattara. Hmm. Mais, enfin, celle qui est venue annoncer l'information, c'est la nièce de M. Ouattara, qui vient annoncer que son oncle est vice-premier ministre. Un poste qui a été donc créé sur mesure pour lui. Mais où va la Côte d'Ivoire? Pendant ce temps, les gens au PDCI sont en train donc de se battre pour des petits postes. Vous comprenez? Alors que la vérité est là. La réalité est là. C'est le RHTP qui a réussi donc à distraire les John Osman, tous les Ivoiriens, et qui est en train de s'asseoir son autorité sur le pays. Non, pendant ce temps, nos opposants qui sont passés donc de 65 députés à 34 députés passent leur temps à se battre pour des petits postes. Oui, ils passent leur temps à se battre pour des petits postes. Oui, moi, monsieur, oui, oui, je n'ai pas eu de poste. Moi, monsieur, je suis ceci, alors que the big picture is here. Ouattara is taking everything. He's doing everything. No, there is no opposition here. C'est le big picture ici. Oui, oui, c'est clair, cher ami. Le vrai problème est devant nous. C'est l'après Ouattara qui est en train de se dessiner là. Ils sont en train de préparer 2030. Parce que 2025, ils ont réussi à faire le braquage. Et pour eux, c'est en train de marcher. Donc, on ne change pas une stratégie qui marche, ladies and gentlemen. La stratégie a marché en 2020, a marché donc en 2025, et croyez-moi, ils vont continuer encore en 2030. Ils ont été clairs avec vous, les gentlemen. Ils seront au pouvoir pendant 50 ans. Oui, et M. Ouattara, dans cette situation, a parfaitement compris la psychologie des Ivoiriens. Ils ont tellement les titres et de l'argent. Donc, il distribue un peu d'argent quand il peut. Il utilise les cadres du PDCI-RDA pour phagocyter le PDCI, pour les ramener au RHTP, pour permettre à M. Ouattara de s'autoproclamer un grand parti politique. Alors qu'en réalité, comme vous voyez, la majeure partie donc, des élus
du RHDP au sud, ce sont les cadres du PDCI-RDA que M. Ouattara a réussi à amener au RHDP. On les propulse, on les utilise pour phagocyter le Premier ministre, pour phagocyter le PDCI, et après, on les lâche. Ah, on vient donc d'apprendre que le tout-puissant Adjumani a été donc débarqué. Voilà le tout-puissant qui a pris toute une région du Zanzan et autres là pour remettre au RHDP. Pour des postes, pour un poste de ministre. Oui. Il a remis tous les Zanzan au RHDP. Il s'est enrichi vachement d'ailleurs. Il en a profité, c'est clair. Mais aujourd'hui, où se retrouve Adama Bitogo, le champion donc de libérer les tabourets. Libérer les tabourets. Lui aussi libère le tabouret. Ainsi va donc la politique ivoirienne de gentleman pour ceux qui ne l'auront pas vraiment compris. Donc, cher ami, pouvoir verrouiller, opposition agitée, la Côte d'Ivoire à l'heure donc de la vérité, le gentleman. Au micro, donc, Jacques Roger, hein, le conservateur. Oui, je suis un conservateur. Mais comme je l'ai dit, le gentleman, nous démarrons donc cette émission, ce n'était pas du tout au programme d'ailleurs. Hein. Oui, ce n'est pas du tout au programme. C'est donc le breaking news que nous annonçons. Un fait politique donc majeur vient donc de se produire donc en Côte d'Ivoire. Il y a M. Ténébra Ouattara, le frère cadet de M. Ouattara, le même, annoncé par la nièce de M. Ouattara, vient d'être nommé vice-premier ministre. Un poste inédit. On a créé un poste sur mesure pour satisfaire le petit frère du président. Un poste qui n'a jamais existé dans l'architecture institutionnelle ivoirienne. Nous ne sommes pas face à un simple réaménagement gouvernemental. Nous sommes face, les gouvernements, à la création donc d'un poste sur mesure. Oui, ils sont allés voir donc le tailleur. Il a créé un poste sur mesure. Un poste taillé pour satisfaire le petit frère du président, Ténébra Ouattara. Cher ami, rappel donc des faits. Nous allons aller un peu très rapidement pour essayer donc de... rappelons un peu de qui nous parlons. Monsieur Ténébra Ouattara, je n'ai pas envie d'être assez difficile, mais sincèrement, je ne connais pas ce monsieur, je ne l'ai jamais connu. Connais son parcours, je ne le connais pas. Son parcours universitaire, je ne connais même pas. On nous a jamais... C'est rare de voir cela qu'on nomme quelqu'un et son parcours universitaire. Les gens ne connaissent même pas son parcours universitaire. Même je suis allé plus loin. Où il est né, on ne nous dit pas où il est né. J'ai fait plusieurs recherches. Quand vous arrivez, c'est le frère de M. Ouattara. On ne nous dit pas qu'il est né. Hein? Parce que si on doit décrire Mme Sabine, on dira Sabine, Mme Sabine, tant, est née à Dembokro en 1960 ans. Voilà comment on commence la biographie de quelqu'un. Mais pour lui, on ne nous dit pas où il est né. On ne sait même pas où il est né, où il a fait ses études. Ah oui, il a eu ce poste parce qu'il est le petit frère donc, du président. Oui, Téné Ibrahima, cet homme qui expliquait donc un jour que les Ivoiriens étaient incompétents. Oui, il dit, vous êtes incompétents. Si M. Ouattara est au pouvoir, c'est parce que nous sommes incompétents. Ah oui, mais monsieur, lui, est compétent. Il a besoin d'être formé pour être le futur Premier ministre. Parce il est vice-président, c'est un stagiaire en formation. Begré Mangué, un autre cadre du PDCI-RDA qu'on va encore utiliser pour former Téné Brahima Ouattara. Et puis demain, lui sera aussi, il va vivre le cas d'Adjoumani. C'est ce qui arrive à tous ces cadres du PDCI-RDA qui ont trahi ou bien qui sont allés au RHTP pour tout ce que nous savons. On va des Kablan Dinkan et autres, ceux qui sont tous devenus, ont fini par être phagocytés par le système, écartés et jetés pratiquement un peu à la bandit populaire. De même, ne soyez pas surpris, oui, Adjoumani sera nommé ailleurs
poste d'ambassadeur quelque part pour l'éloigner ou bien quelque chose pour ne pas certainement qu'il se fâche trop parce qu'il contrôle le zanzan. C'est quand même assez important. À moins que M. Ouattara dise, oh, écoutez, j'ai fini, je vais finir mes 4 mandats, mes 20 ans. Ce qui va vous arriver, c'est votre problème. Mais ça m'étonnerait d'ailleurs. Oui, c'est lui qui disait que nous sommes incompétents. Les Ivoiriens sont incompétents. Oui, les Ivoiriens sont incompétents. C'est leur incompétence. C'est moi, moi. Je suis allé demander à mon frère de venir encore faire un 4 mandat parce que les Ivoiriens sont incompétents. Oui, c'est ce que Tene nous a dit. Oui, il dit nous sommes incompétents. Il dit Sabine est très incompétente. Mhm. Oui, il dit Delphine, elle est incompétente. C'est ça, Barthélemy est incompétent. Donc lui, il allait demander donc à son frère de venir faire un 4 mandat. Je vais préférer être très pédagogique pour ne pas qu'on parte dans des envolées. Hein. Très pédagogique sans être très dur, mais très pédagogique, les gentlemen, afin que nous puissions finir donc cette émission. Oui, les Ivoiriens, parce qu'il, réellement, lui, il avait besoin donc d'un stage. Lui, il est très compétent, hein, mais lui, il a besoin d'un stage pour redevenir, hein, pour venir gouverner son propre pays, venir gouverner la Côte d'Ivoire. Begremambé, il faut former mon petit frère. Oui, aujourd'hui, voilà donc le vice-premier ministre. Le symbole est fort, alors que nous avons un vice-président. On a un vice-premier ministre, on a un premier ministre, un vice-président, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, on a les balancés Tandiat Camara, président de du Conseil économico-social, président de l'Assemblée nationale. Oui, on a, c'est clair. Ah oui, mais on a besoin encore d'un vice-président, un vice-premier ministre. Un vice-premier ministre. À quoi servira ce poste de vice-premier ministre? Ah, Madame Sabine, peut-être que vous allez nommer vous allez le nommer premier ministre du vice-premier ministre, là, oui, c'est ça, on peut aller, hein? Ou bien vice-premier ministre, deuxième vice-premier ministre, voilà, l'aide pour le vice, oui. On peut le nommer deuxième vice-premier ministre, hein? Deuxième vice, ou bien troisième vice-premier ministre, ou bien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, de la Côte d'Ivoire, troisième vice-président de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Avec Ouattara, il faut s'attendre à tout, hein? Il est capable demain de nommer donc Adjoumani deuxième vice-président de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. C'est ça. Là. Quand vous donnez tous les pouvoirs à quelqu'un, ou bien quand quelqu'un fait tout, se donne les moyens d'avoir tous les pouvoirs, c'est ce qui arrive. Et là, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas l'avantage de la contradiction. L'avantage d'avoir davantage pour que le système fonctionne réellement. Quand un système fonctionne, ce n'est pas forcément pour embêter le pouvoir en place. C'est pour permettre au pouvoir de faire son boulot, pour permettre à l'exécutif de faire son boulot. Mais là, ce n'est pas le cas. M. Ouattara règne aujourd'hui en vrai dictateur. Ce n'est pas un dictateur quelque chose, mais il contrôle tous les pouvoirs. C'est la définition exacte du dictateur. Il contrôle tous les pouvoirs. Ah oui, on avait parlé du cas, oui, oui, vous savez, on a mis, non, M. Patrick Hachi, c'est une très bonne chose. Au moins. Oui, Patrick Hachi, c'est un intellectuel. Par rapport au président de l'Assemblée nationale qui sont passés sous M. Ouattara, Patrick Hachi, c'est un intellectuel. C'est un technocrate. C'est un technocrate. Mais ayant pratiqué le monsieur, c'est quelqu'un qui fait tout pour faire plaisir à Ouattara. Oui. Il fait tout pour faire plaisir à Ouattara. Patrick Hachi ne prendra pas du tout de risques à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Il ne prendra pas du tout de risques. Tout ce que M. Ouattara lui dira de faire, c'est ce qu'il fera. Et même ce que M. Ouattara ne lui dira pas de faire, il fera pour faire plaisir à M. Ouattara. Voilà ce qu'il fera à l'Assemblée nationale. Alors que ce poste, oui, vous devez travailler avec le président puisque vous êtes même parti, mais ce poste require just a little bit, un peu d'indépendance. Vous comprenez? Un tout petit peu d'indépendance. Mais lui ne l'aura pas. Et M. Roy l'a mis là-bas sciemment, sachant que ce monsieur ne prendra pas du tout de risques. Donc, ceux qui s'attendent à des nouveautés, à des changements, il n'aura rien. C'est une continuité de l'ère Ouattara à l'Assemblée nationale.
les grandes décisions, vous comprenez, ils ont l'intention, pourquoi pas, de changer la Constitution, cher ami. Ça se fera. Tant que les Ivoiriens vont passer donc leur temps à se battre pour des petits postes au PDCI et RDA, M. Ouattara, c'est la coulera très douce. Ouais, on se bat pour des petits postes au PDCI, pour des petits postes au PPACI, pour des petits postes à l'UDPCI, pour des petits machins. Même l'UDPCI n'a plus de personnes au gouvernement, on dirait. Hein. Tiagba, je ne sais pas, je crois que c'était l'homme de l'UDPCI, je pense que c'était bien. Hein. Oui, non, non, non. M. Ouattara a eu son 4e mandat, il se débarrasse pratiquement des maillons faibles, c'est clair. Et tout ça, tous les 5 ans que M. Ouattara passera, il aura l'objectif, c'est donc de détruire Cheikh Tidiane Thiam. Tout sera fait pour phagocyter davantage le PDCI-RDA et détruire Cheikh Tidiane Thiam. On reviendra tout à l'heure dans le débat. Donc, si vous voulez, le symbole est fort ici. Le message est clair. Vous comprenez? Alors, ce que je peux dire ici, on ne crée pas un poste de vice-premier ministre par hasard. Ce poste n'est ni technique, ladies and gentlemen, ni protocolaire. Il est politique, il est stratégique, il est préparatoire. Oui, politique, stratégique et préparatoire. On prépare M. Ténébra Brahima Ouattara à réellement gérer les affaires donc, du pays. Yeah, c'est aussi clair que ça. En clair, on prépare une trajectoire. On expose donc un visage. On habitue donc l'opinion. Yeah. Ce poste, ladies and gentlemen, n'est pas donc une récompense. C'est une rampe de lancement, cher ami. En résumé, ce que je peux dire ici en femme, aujourd'hui, celui que l'on voudrait donc voir diriger donc demain, c'est bien Ténébrahima Ouattara. Yeah. Il a été formé pour être ministre, d'abord formé pour être secrétaire à la présidence, formé pour être ministre, voilà, et il est en train d'être formé maintenant pour être Premier ministre. Yeah. Et pourquoi pas, demain vice-président. Voilà ce qui est en train de se passer devant nous. C'est clair. Merci beaucoup, cher ami. Et ce que je peux dire ici, et pendant que donc le pouvoir se structure, on verrouille et on transmet. L'opposition, elle s'agite, se fragmente et se met donc en scène. Et donc, dans ce contexte précis, les gentlemen, qu'il faut donc comprendre donc, le vacarme actuel au PDCI-RDA. Comment faut-il comprendre? Le bruit au PDCI-RDA, force crise, la vraie question. Posons-nous donc la vraie question, qu'est-ce qui se passe réellement donc, au PDCI-RDA? Donc, depuis donc, plusieurs jours, le PDCI-RDA, cher ami, est traversé donc, par une agitation intense. On parle donc d'unité, on parle de loyauté, on parle parfois, cher ami, donc de trahison, trahison, voilà, c'est ça. Mais derrière donc ce bruit, il n'y a ni implosion, ni idéologique, ni projet donc de rupture. La vraie question est ailleurs, les gentlemen, dans cette situation. Oui, la vraie question centrale est l'autorité ici. La question donc est simple. Qui incarne aujourd'hui l'autorité au PDCI-RDA, effectivement au PDCI-RDA? Qui incarne l'autorité? Après donc le décès de M. Henri Konan Bédié, le charismatique Henri Konan Bédié, le parti est rentré donc dans une phase donc, de transition délicate. M. Tidiane Thiam est donc le président légitime, bien sûr. Cela ne se discute pas. Quand quelqu'un gagne avec 99,77%, ça ne se discute pas. Vous comprenez? Mais l'autorité politique, cela se construit. Cela donc se structure. Cela se stabilise. C'est clair. Cela va nous ramener donc à parler donc du cas de M. Jean-Marc Yassé et autres. Avant donc de revenir dans le cas donc de Jean-Marc Yassé, ce que nous pouvons dire, c'est lorsque M. Jean-Marc Yassé, qui jusqu'à là
On n'a pas voulu certainement être dans les critiques, mais jusqu'à là, il a lancé une phrase qui m'a même certainement donné mon point de vue. Pour moi, je pense que c'est une déclaration un peu malheureuse. Vous comprenez? Ou bien quand on fait une telle déclaration, il faut être prolixe. Il faut expliquer pour ne pas donner libre cours, ladies and gentlemen, à des interprétations. Quand il affirme que le PDCIRDA n'appartient à personne, really? Son intention peut être donc comprise réellement. Mais la formule est maladroite. C'est une déclaration malheureuse. Un parti politique appartient donc à ses militants, appartient à ceux qui cotisent, appartient à ceux qui résistent, appartient donc à ceux qui tiennent quand le parti est donc attaqué. Mal nommer donc les choses, c'est donc ajouter la confusion à une période déjà sensible ou bien fragile. Oui, le PDCIRDA appartient à quelqu'un. Dire que le PDCIRDA n'appartient à personne, peut-être c'est une manière donc de parler. Voilà pourquoi il aurait dû être beaucoup plus prolixe en expliquant le fond de sa pensée. Le PDCIRDA appartient bel et bien aux militants, à ceux qui aiment le parti. Comme le PPACI appartient donc aux militants et à ceux qui aiment donc le parti, ceux qui cotisent, ceux qui financent, ceux qui défendent le parti, comme le RDR est devenu aussi RHTP. Donc le dire comme ça, surtout dans une situation un peu donc de crise, sans pour autant être explicite ou prolixe, cela peut donner donc cours, les gentlemen, à des interprétations. Et c'est ce que nous sommes actuellement en train donc de voir d'ailleurs. Alors, revenons donc à la zone donc de crise et aussi donc à la prudence donc du PDCI-ADA dans une telle situation. Oui. Hmm. Posons-nous donc la vraie question. Pensez-vous réellement que donc, dans ce contexte actuel, M. Tidiam Thiam prendra donc le risque de convoquer, parce que j'avais eu des questions, des gens qui m'ont posé la question, mais pourquoi M. Tidiam Thiam, depuis qu'il a été élu, les gentlemen, il n'a pas convoqué une assemblée générale ordinaire? Parce que ne pas confondre une assemblée générale extraordinaire, où parfois c'est un sujet, ou bien on peut espérer maximum deux sujets qu'on va débattre. Vous comprenez? Mais une assemblée générale ordinaire, c'est en ce moment-là qu'on décide des grandes idées. C'est en ce moment-là qu'on renouvelle toutes les instances donc, du parti. Vous comprenez? Donc, depuis qu'il a été élu, il n'a jamais eu donc une convocation d'une assemblée générale ordinaire. D'abord, depuis donc Bédier. Certains disent que ça fait depuis pratiquement 8 ans, 9 ans, 10 ans qu'il n'a pas encore eu réellement la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Je vais donc vérifier cette information. Mes chers amis, M. Thiam ne pouvait pas prendre le risque de convoquer donc une assemblée générale ordinaire avant donc les élections donc présidentielles. C'était tellement simple. Politiquement, s'il le faisait, c'était donc sa mort politique. Vous comprenez? Parce que, comme on le dit, il ne maîtrise pas très bien tout ce qui se passe, l'environnement au niveau du PDCI et RDA. Prendre donc ce risque, le gentleman, de convoquer donc une assemblée générale ordinaire sans réellement savoir ce qui allait se passer, ce n'était pas politiquement conseillé. Parce que chaque renouvellement donc des postes crée des frustrations, des rancœurs et des crise interne. Vous avez vu le cas. Il a fallu seulement que Valérie Yapo perde son poste. Vous avez vu ce que Valérie Yapo a fait au PDCI. Imaginez-vous que s'il y avait donc une assemblée générale ordinaire, qu'il y avait 3, 4, 5, 10, 20, 40 Valérie Yapo, des gens qui avaient donc perdu donc leur poste. Imaginez-vous les crises que nous allons donc avoir au PDCI-RDA. Donc, dans ce temps, M. Tidiam Thiam ne pouvait pas donc prendre le risque de convoquer une assemblée générale ordinaire avant les élections présidentielles. Vous comprenez? Parce que Rabbi Valérie Yapo, ayant perdu son poste, on sait ce qu'elle a fait par la suite. Vous comprenez? Et surtout, avec un parti au pouvoir qui est prêt donc à exploiter toutes les crises, ou bien créer des crises au sein du PDCI, rien que pour le phagocyter, ce n'était pas prudent, même politiquement, même correct, de convoquer une assemblée générale ordinaire
avant donc, les élections donc, présidentielles. Vous comprenez? Donc, il ne l'a pas fait. Dès lors, parce que réellement, les adversaires donc, de M. Thiam, il y en a, ne sont pas seulement donc, à l'intérieur donc, du PDCI-RDA. Ils sont aussi à l'extérieur donc, du PDCI-RDA, dans l'opposition, et jusqu'à même dans le parti, au sein donc, du parti au pouvoir, qui ont intérêt à exploiter toute virgule en phrase, tout point d'interrogation en interrogation. Dans ce contexte, comme je l'ai dit, cher ami, hein, la prudence stratégique n'est pas donc une faiblesse, c'est donc une nécessité vitale here. Yeah, c'est une nécessité vitale. Voilà pourquoi il n'y a pas encore eu donc une assemblée générale ordinaire. Lady and gentlemen, dans une telle situation. Mais cela pouvait donc se faire après le braquage. Mais M. Thiam étant encore en Europe, pour ce que nous savons, il est pratiquement impossible pour le moment d'organiser donc une assemblée générale ordinaire. Que les gens fassent un peu preuve de patience au lieu de se battre pour des postes. Oui, j'ai pas eu de poste de président, donc le vice-président du groupe parlementaire. J'ai pas eu le président de poste de vice-président du groupe parlementaire du PDCI, ADA. Dans ces conditions, nous nous sommes fâchés. On va créer aussi notre groupe parlementaire. Voilà. Oui, oui. Si moi, je ne me donne pas moi le poste là, et moi aussi, je vais créer mon groupe parlementaire. J'ai déjà avec moi des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas été élus président du PDCI-RDA, ou bien des gens qui ont eu des amis qui n'ont pas gagné. Donc, dans ces conditions, ladies and gentlemen, on va s'associer en même temps pour créer aussi notre groupe parlementaire. Voilà un peu ce qui est en train de se faire. Pendant ce temps, M. Ouattara comprend. M. Ouattara est en train donc de nommer vice premier ministre. Pendant ce temps, au niveau du PDCI, ils sont en train donc de se battre pour des petits postes. It's unbelievable. Mais à y voir donc de près, est-ce qu'on peut forcément vouloir ce que j'appelais donc les trois mousquetaires? Ah, tout dépend, tout dépend, tout dépend. Bon, mais je vais être assez fair, les gentlemen. Euh, je vais être assez fair, mais je vais donner un peu mon point de vue par rapport à ça. Parce qu'ayant discuté avec un homme, je préfère ne pas dire le nom, qui est au cœur de la contestation, il a, bon an, mal an, donné donc le point de vue et point de vue de ce que j'appelais les trois mousquetaires. Mais derrière les trois mousquetaires, il y a des gens qui veulent récupérer le combat ou bien la frustration des trois mousquetaires pour en faire de ça autre chose. Voilà où il y a des complications. Voilà. C'est comme aujourd'hui, ma sœur Sabine, qui est là et il y a au moins deux ou trois personnes qui guettent ma sœur Sabine dans le quartier. Voilà, dans le quartier. Parce qu'elle s'habille très bien, c'est la go pata, vous comprenez. Donc depuis là, elles ont des rancœurs. Mais là, elles attendent la voisine d'à côté qui a un petit problème avec Sabine. Et puis elles viennent maintenant prendre la défense de la voisine d'à côté. Parce qu'elles avaient déjà des problèmes avec Mme Sabine. Voilà ce qui est en train de se passer au PDCI-RDA. Donc, prenons donc le cas donc, des trois, ceux que j'appelais les trois mousquetaires, et afin donc de rétablir la vérité. Et contrairement les gentlemen aux rumeurs, il n'a pas été question donc de quitter le PDCI-RDA. Ça, ils ont été clairs. Pas question de quitter le PDCI-RDA. Leur demande est claire. Ils demandent plus de consultation, plus d'écoute, une implication réelle donc, dans les décisions donc, majeures, notamment au sein donc, du groupe parlementaire. Parce que selon eux, la décision donc, de la nomination donc, du président donc, du groupe parlementaire, ils n'ont pas du tout été consultés. Pour eux, il aurait fallu au moins qu'ils soient un peu consultés, qu'ils donnent au moins leur point de vue par rapport à cette nomination. Mais comme les choses sont arrivées comme ça, alors ils n'étaient pas du tout d'accord. Nous nous sommes battus pour maintenir quand même le PDCI encore en vie s'il y a des dominations au niveau donc, du groupe parlementaire. Du groupe parlementaire. Nous sommes un peu comme des doyens, nous devons être consultés. Mais on n'a pas été consultés. Donc voilà une partie donc, si vous voulez, donc, de leur frustration. Cette demande se comprend
au regard donc, de leur engagement politique et de leur présence donc, sur le terrain. Parce qu'être député-maire de Port-Bouët, député-maire du Plateau, député-maire de Cocody, alors ce sont de très grandes communes que le RHTP rêve donc, de prendre. Vous comprenez? Donc ils auraient vraiment voulu qu'il y ait beaucoup plus de transparence, mais ça n'a pas été le cas. Vous comprenez? Au compte de vue donc de leur présence sur le terrain, de leur même contribution politique et financière. Parce que certains ont beaucoup dépensé, ils dépensent beaucoup même d'ailleurs pour le PDCI, puisque le RHTP, M. Ouattara, refuse de donner donc la subvention statutaire, je veux dire un statut, la subvention légale et comment je peux appeler ça, euh, au point de vue même de la Constitution, comprenez? Voilà, parce que les textes de la Constitution de la Côte d'Ivoire est clair. Chaque année, le, la Côte d'Ivoire doit donner donc un dixième, un millième de son budget aux partis politiques. Ça, c'est notre Constitution qui le dit. Ce n'est pas une faveur, c'est la Constitution qui le dit. Comme la même Constitution dit que M. Ouattara doit un salaire. La même Constitution dit que M. Laurent Gbagbo a droit des rentes viagères et M. Ouattara, en tant que Premier ministre, en a bénéficié. Donc, ce n'est pas une faveur qu'on fait au PDCI-RDA, c'est un droit constitutionnel. Mais M. Ouattara refuse de donner cet argent aux partis politiques parce qu'il a envie de les affaiblir. Vous comprenez? Voilà le vrai problème. Et on n'engage pas le débat sur ça, sur les violations des droits des partis politiques et des Ivoiriens. On se focalise sur les petites choses. Aujourd'hui, l'opposition, le PDCI devait réellement se focaliser sur l'argent. C'est leur argent. Voilà, c'est leur argent. C'est un droit constitutionnel. Mais M. Ouattara, étant donné qu'il ne voulait pas donner beaucoup d'argent aux partis politiques, aux partis d'opposition, parce qu'il n'a pas envie de les rendre forts, a décidé que ne soit même plus un millième du budget, mais un millième des recettes fiscales. Vous comprenez? Même avec un millième des recettes fiscales, qui avoisine pratiquement les 5 à 8 000 milliards, vous comprenez? Voilà. Un millième, là, ça nous ramène au moins dans une bagatelle de près de 2 milliards, quelque chose, 2 ou 3 milliards se partageant entre les partis politiques en fonction de leur représentativité à l'Assemblée nationale et autres. Mais M. Ouattara refuse donc de le faire. Donc voilà donc des débats sur lesquels nous devons donc engager. Nous devons pousser M. Ouattara à respecter la Constitution. Ce n'est pas une faveur qu'il fait à Thiam ou au PDCI. Mais on ne peut pas asphyxier des partis politiques parce qu'on a envie de les affaiblir. Alors que constitutionnellement, la Constitution dit que les partis politiques doivent avoir cet argent. La Constitution dit que M. Ouattara doit avoir un salaire. La Constitution dit que M. Ouattara a droit à avoir donc, un fonds de souveraineté que jusqu'à présent on ne connaît pas. On savait que dans le temps, les gens avaient parlé de près donc, de 360 milliards de fonds de souveraineté qu'il avait. Vous comprenez, je ne sais pas si c'est le cas. Mais puisqu'il y a une opacité autour de tout ça, nous ne savons pas. Donc la Constitution est claire, les partis politiques ont droit à cet argent et ils doivent réclamer cet argent. Cher ami, ce n'est pas de la faveur, une faveur qu'on fait aux partis politiques, hein? C'est un droit. C'est un droit. Yeah. Alors, donc pour revenir un peu donc, au problème donc, qui se passe au PDCI, il faut aussi mettre un peu en cause aussi les réseaux sociaux qui deviennent aussi parfois, bon, quelquefois l'avantage, nous tous, hein, voilà, puisque nous sommes aussi dans les réseaux sociaux, mais qui deviennent parfois, quand ce n'est pas bien maîtrisé, le véritable poison de cette séquence. C'est donc l'exploitation donc, des débats internes sur donc, les réseaux sociaux. Parce que c'est un cadre avec qui nous avons échangé. Il s'est dit, mais nous étions donc à peu près une minorité à discuter de quelque chose. Et là-bas, vous savez, dans les discussions, chacun dans son point de vue. Ah non, 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 moi je suis fâché, je ne suis pas d'accord. Voilà. Si c'est comme ça, là, moi-même, je vais écrire moi-même, nous allons créer notre groupe parlementaire. Tout ça, c'est pour faire monter au moins des enchères. Mais les gens
qui ont assisté à cette rencontre ont balancé l'information à des communicants. Voilà où ce qui a amplifié donc la crise. Ce qui devait rester donc un échange politique normal est devenu donc un spectacle public. Donc dans ces conditions, pour eux, ils se devaient donc de se défendre. Ils ne sont partis donc de la rumeur, des super-interprétations, de la radicalisation inutile. Vous comprenez? Et c'est ce qui m'a fait dire donc, que Satan est actuellement en train donc, de nous posséder dans une telle situation. Mais pas de panique. Puisque ayant discuté avec les uns et les autres, j'ai compris d'où vient la crise. Et la solution est très simple. D'où vient la crise au PDCI? La solution est très simple. Oui, Satan est en train de nous posséder. Oui, à ce rythme, Satan est en train réellement de nous posséder, comme le dirait l'ancien président de la Cour suprême, Yaoundé. Donc, il est temps, cher ami, de revenir donc, à l'essentiel, de calmer donc, le jeu au niveau donc, du PDCI-RDA. Le PDCI n'est pas donc, en danger donc, de mort. Il est donc en danger donc, d'incompréhension, je peux le dire. Oui, il est en danger de compréhension. Le moment donc, de l'arbitrage est donc arrivé. L'heure est venue pour moi pour que M. Tidiam Thiam intervienne. Parfois, un bon politicien, parce que vous ne savez pas d'où vient le feu, qu'est-ce qui se passe, vous êtes obligé donc de laisser pourrir les choses, afin donc de comprendre, de voir qui est derrière, qui fait quoi, qui dit quoi. Parce que cette crise perdue, hein, vous comprenez? Et pour le moment, parfois, vous ne savez pas d'où vient le feu. Vous voyez seulement la fumée. Donc, M. Thiam, en n'intervenant pas maintenant, je pense, il veut seulement savoir d'où vient la fumée. Et une fois il voit la fumée, d'où vient la fumée, il éteint directement la fumée à l'origine, au lieu de se focaliser sur les fumées qui sont un peu à gauche, à droite, partout. Donc la situation est temps. Il est temps pour moi que M. Thiam intervienne. Non. Non dans la précipitation, mais avec autorité et hauteur donc, de vue. Il sait désormais qui pense quoi, qui veut quoi, ou d'où certains sont prêts donc à aller. Oui, les gens sont prêts à aller loin. En parallèle, cher ami, donc les communicants doivent se calmer. Ceux qui disent communicants, la surenchère verbale affaiblit donc le parti. Les dossiers top secrets doivent rester donc top secrets. Oui, les gentlemen. Alors, ce qui va nous ramener donc à parler, cher ami, d'un autre sujet, euh, peut-être me continuer, hein, peut-être continuer. Je pense que pendant que le pouvoir se prépare à transmettre à ceux, disons, à se prépare, à se transmettre, pourquoi pas, à se verrouiller, l'opposition, cher ami, n'a pas donc le droit de prendre, de perdre, si vous voulez, hein, de se perdre donc dans des querelles secondaires. Oui, parce qu'ils sont actuellement en train de réinventer, en train donc de nommer, en train donc de créer certaines choses. Pendant ce temps, l'opposition est en train donc de se distraire. Imaginez-vous, c'est le PDCI-RDA qui est devenu donc le seul parti donc d'opposition à l'Assemblée nationale. Au lieu que le PDCI-RDA se focalise réellement sur ce qui est en train de se passer, ils sont en train de se focaliser, eux, dans leur parti politique, qui doit être ceci, qui doit être cela. Et qui a le temps à ce moment-là de voir que M. Ouattara est en train donc de nommer son petit frère vice-premier ministre stagiaire. Oui, parce que l'opposition est préoccupée à parler des problèmes secondaires que de se focaliser sur des problèmes donc, de la Côte d'Ivoire. Le PDCI et l'opposition a, a plus à perdre seulement dans la division que donc dans l'écoute. L'apaisement pour moi est encore possible ici, mais il doit commencer maintenant. Now. Yeah. Il doit commencer now. Attendre, ça ne serait pas certainement une très bonne chose. Au vu de tout ce qui est en train de se passer, les gentlemen, je suis convaincu qu'avec le temps, les choses finiront certainement par s'arranger. Mais regardons-nous dans les yeux.
et disons-nous donc les vérités. Tant que nous allons passer notre temps à nous focaliser sur des petites choses, des choses inutiles, Ouattara, il a toujours 4 longueurs d'avance sur nous, sur l'opposition, sur la Côte d'Ivoire. Yeah. Il a toujours 4 longueurs d'avance. Les gens sont en train de se focaliser sur des petites choses là. M. Ouattara a déjà dépassé ça. Il a déjà dépassé. Il est en train de les mettre en palabre. Vous comprenez, c'est la stratégie donc, du colon d'avant. Hein. Diviser pour mieux régner. Là, même puisque lui-même n'a même pas forcément besoin de diviser. Il avait amené Patrick Hachi pour tenter de les diviser, mais eux-mêmes, ils sont en train de se diviser là-bas autour donc, de poste de président, du vice-président, des groupes parlementaires, de la vice-présidence, vous comprenez. Don't get me wrong. Après avoir écouté les 4 mousquetaires, parce que derrière les 4 mousquetaires, il y a encore d'autres personnes qui ont eu leurs problèmes. Eux, c'est leur problème, donc il faudrait qu'on soit consulté, surtout en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Nous sommes des députés, nous sommes des doyens députés. Emo, ancien secrétaire exécutif donc, du parti, c'est quand même un sachant. Donc au moins, si on doit nommer pour eux un président du groupe parlementaire, lui en tant qu'Emo devait aussi être quand même consulté. Ou bien, si on ne consulte pas, il devait être le premier à avoir donc l'information, avant que tout, certainement, ne soit devant lui. Donc, eux, c'était donc c'est leur préoccupation là. Ils n'ont pas été consultés, donc c'est une frustration, mais d'abord, pour eux, c'était en interne. Mais pour eux, en interne, leur frustration a été donc exploitée en externe, sur les réseaux sociaux, les débats publics. Donc, dans une situation, ils ont pratiquement le dos au mur. Ils se devraient, eux, donc de se défendre. Donc, vous voyez que, chers amis, on peut rattraper. Ce n'est pas différent des divisions idéologiques, mais c'est une différence, j'allais dire au niveau de la dimension comportementale. Voilà, on peut parler de ça, la dimension comportementale. Voilà, cette dimension comportementale a manqué. Mais derrière eux, il y a certains qui attendaient donc de régler des comptes avec Thiam depuis longtemps. Donc, ils profitent donc de cette situation pour amplifier, pour forcer à la création d'un deuxième groupe parlementaire. Ils feront tout même pour que les gens ne s'entendent pas, parce que leur objectif réellement est de créer donc un deuxième groupe parlementaire. Mais ils ne pouvaient pas le faire, ils ne pouvaient pas le dire. Mais ils profitent donc de cette situation, ou bien de ce qu'ils appellent comme crise, pour tenter donc de créer un groupe parlementaire. Voilà un peu le point que je voulais certainement faire. Je ne sais pas que j'avais vu une petite question tout à l'heure. Là, est-ce que je pouvais certainement voilà, bon, comme le dit Sabine, il faut que nos leaders fassent un effort pour s'entendre, sinon ça ne va pas aller. Gbe qui dit, mais que veulent donc Yassé et consorts, même donc les militants et sympathisants veilleront, voilà. Cher, il dit que ce poste existe dans nos thèses. Non, non, ce poste n'existe pas. Hein. En tout cas, je suis quand même assez, on ne peut pas dire vieux, mais c'est quand même un peu âgé. Mais je n'ai jamais entendu ce poste donc de vice-premier ministre, je n'ai jamais entendu ça. Ça, c'est une création donc de M. Ouattara. On a créé le poste uniquement pour satisfaire Téné Birahima Ouattara. Il sera donc le premier ministre stagiaire. Begré Mangué va le former et puis lui va venir prendre la place de Begré Mangué demain. Ou bien même s'il ne prend pas la place, c'est pour l'emmener donc à diriger, à comprendre les problèmes donc du pays. Parfois même, c'est lui qui sera donc au devant de certaines choses pour le former. Voilà, pour le former, puisque l'intention de M. Ouattara est de faire de lui son successeur. Vous comprenez? Donc, apprendre à M. Téné Brahima Ouattara à maîtriser donc les dossiers. Voilà, voilà. Lui qui dit que nous sommes incompétents. Voilà, le compétent doit être formé. Voilà. Voilà. Alors, oui, ça c'est une très bonne question, Jean-Baptiste, qui dit donc l'Assemblée nationale devait donc prendre les lois qui interdit à un député de changer donc d'étiquette élue. Oui, ça c'est quand même assez intéressant. Parce que des gens vont, il a été élu sur l'étiquette euh, du PDCI. Et une fois élu, ça va remettre son pouvoir au RHTP. Pour moi, ça ne fait pas un peu sérieux quand même. Même si on ne doit pas interdire cela, on doit mettre au moins des garde-fous. Vous comprenez? On doit mettre des garde-fous, c'est-à-dire que quelqu'un qui est élu pendant au moins les 3 années, d'abord, 3 premières années, ne peut pas du tout changer de parti politique. Vous comprenez? Parce qu'après tout, après, les choses peuvent changer. Mais pour moi, il faut
euh, il faut mettre des garde-fous. Sinon, il y a tellement euh, d'incompréhension. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais vous pensez que ceux qui sont là le feront, sachant que ce sont les gros bénéficiaires? Non, ils ne feront pas. Les gens qui détiennent plus des deux tiers de l'Assemblée nationale, 193, 194 députés sur les 150 et quelques, vous les voyez changer? Ah mais non, ils ne changeront pas. Voilà pourquoi la démocratie, normalement, devait pouvoir les arranger, parce que s'il y avait réellement la démocratie, avec les critiques de l'opposition, et comme aussi on n'a pas aussi des journalistes encore une fois, ils sont tous accroupis, ils mangent eux tous. Ils mangent tous à côté du parti au pouvoir. Vous allez le voir, tous ces grands journalistes que vous voyez là sont devenus aujourd'hui des chargés de communication des ministres, des DG, rien que pour bouffer. Donc, quelqu'un qui bouffe à côté donc, euh, d'un DG du RHCP, vous le voyez critiquer le RHCP. Donc, on n'a même pas réellement de journalistes. Hein. Parce que normalement, avec ça aujourd'hui, si on était aux États-Unis, hein, pendant au moins la semaine qui suivait, c'était le débat. Chacun leur donnait son point de vue. Les experts allaient venir expliquer pourquoi. Mais en Côte d'Ivoire ne fera pas. Vous allez voir, on va aller voir sur NCI 360, la chaîne du RHCP, venir expliquer avec des propos dithyrambiques, élogieuses, laudatifs, comment M. Ouattara est intelligent en nommant le poste de Premier ministre, comment il est super. Oui, voilà. Enfin, et quand c'est comme ça, c'est compliqué, hein, cher ami. C'est compliqué. Nous devons nous battre pour que réellement les principes élémentaires de la démocratie existent. Hein? Sinon, nous sommes foutus. Là, Ouattara fera tout ce qu'il veut. Bientôt, il risque même de changer la constitution pour faire comme comment on appelle ça, au Togo, en disant que M. Ouattara est président à vie. Qu'aujourd'hui, le président doit être nommé par les deux tiers de l'Assemblée nationale, les deux tiers donc du Sénat. Vous comprenez? Voilà. Si vous allez vous plaindre, vous venez ici, mais les gens vont vous dire, mais quand même, vous êtes dans un pays où les deux tiers de l'Assemblée nationale ont voté pour telle loi. Les deux tiers donc, du Sénat ont voté pour une telle loi. Comment vous pouvez penser qu'il n'y a pas de démocratie? Voilà, si vous voulez, dans le piège dans lequel nous sommes en train de nous enfoncer. Hein. Si on ne regarde pas bien, on est en train de fâcher Thiam, 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 Thiam. On vient, Thiam qui est là. C'était un cadre émérite international. Toutes les grandes entreprises veulent Thiam. Hein. Vous vous amusez un bon matin comme ça, il se lève, il dit, il s'en va, le pays là sera dans votre main. Ah oui, ceux-là ne pensent pas que Thiam est venu pour les aider. Des gens jusqu'à présent qui pensent que Thiam est venu seulement parce qu'il a envie d'être président. Oui, être président, c'est une très bonne chose, don't get me wrong. Être président d'un pays, surtout un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est une très bonne chose. Mais réellement, ce n'est pas ce qui motive le gars. Parce qu'avant d'être président, l'honneur qu'il avait, même M. Ouattara ne l'avait pas. Quand on va à Davos, vous avez vu déjà convoquer M. Ouattara à Davos là-bas? Vous l'avez déjà vu? Mais Thiam, quand il est là-bas, il est superstar. Oui, il a une dimension internationale. Oui, parce que je me souviens, quand j'ai échangé avec lui, ça là, c'est pas un truc top secret. Même peut-être ça peut être toujours, quand vous échangez avec des machins, ça peut être toujours top secret. Mais je lui ai posé la question, pourquoi avec tout ça, tu décides donc de descendre dans la gadoue en Côte d'Ivoire? Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, mais écoute, si je ne le fais pas, qui va le faire? Parce que j'ai regardé autour de moi, c'était difficile de trouver quelqu'un qui pouvait faire. Parce que ce qu'il fallait faire, non seulement il fallait avoir l'argent, le courage, les relations, la connexion pour pouvoir certainement aller contre un régime comme le régime de M. Ouattara. Donc en réalité, il vient tenter donc de sauver la Côte d'Ivoire, mais on ne comprend pas ça. Les gens nous ont emmenés donc dans des faux débats de Atcheka et Poisson. Oui, voilà, nous nous retrouvons dans une telle situation. On se retrouve aujourd'hui avec un vice-premier ministre. Demain, ne voulons pas, on aura un deuxième vice-premier ministre. Un deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, un deuxième vice-président du pays, troisième vice-président du pays. On le fera, M. Ouattara le fera. Hein? Ah oui, la Constitution est là. Vous avez donné les deux tiers de l'Assemblée à la M. Ouattara. Et il peut faire tout ce qu'il veut. Ne vous plaignez pas demain. Hein? Ah oui, ne vous plaignez pas. On ne va pas aux élections. Ah oui, le PDCI est parti. Vous savez, j'ai un débat que je n'ai pas envie d'engager parce qu'engageant ce débat, comme nous sommes tous dans l'opposition, on engage ce débat, ça nous met mal à l'aise. C'est donc le RHC qu'on appelle le PPAC qui n'est pas donc allé aux élections
législatives. Je répète, hein, chaque parti politique a le droit. Voilà, droit, soit s'ils veulent aller, ils ne veulent pas aller, ils ont le droit donc de le faire. Mais nous avons aussi lu dans la presse que le PPACI veut discuter, est prêt à discuter avec le régime de M. Ouattara. Discuter pourquoi maintenant? Ah non, vous avez refusé donc d'aller aux élections législatives. Vous avez tout donné au RHTP. Vous voulez maintenant vous asseoir pour discuter avec eux sur quelle base? Je ne sais pas, sincèrement. Sincèrement, parfois, je me pose des questions. Quel genre de stratégie on mène réellement, hein? Oui, sincèrement, la stratégie est laquelle réellement? Qu'est-ce qu'on voulait réellement atteindre en n'allant pas? Sincèrement, je ne comprends pas. Peut-être que vous comprenez. Mais ce que je peux le dire, ce que je répète, M. Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'il n'allait pas donc aux élections législatives. Il a été clair qu'il avait besoin d'un peu plus de temps parce que son parti n'était pas prêt. Il fallait pleurer la mort et tout ça. Et pour Laurent Gbagbo, il fallait garder donc la date constitutionnelle qui devait, les élections devaient se passer en mars 2026. Mais là encore, nos amis députés se sont fait prendre au piège. M. Ouattara a décidé, puisque, comme je dis, M. Ouattara a une longueur d'avance. Déjà, en 2000, en 2022, M. Ouattara pensait déjà à 2025. Vous comprenez? Il pensait déjà à 2025. Il n'a pas voulu que les élections législatives se passent 3 ou 4 mois après les élections présidentielles. Il a voulu que les élections se passent 1 mois après les élections présidentielles. Dès lors, il fallait convaincre les députés. Mais pour convaincre les députés que c'était plus simple, c'est de l'argent. Quand ils ont décidé de ramener cela en décembre, ah oui, les députés, au lieu de contester cela, ce qui leur est venu en tête là, oui, dans ces conditions, il faut nous payer donc nos 3 mois. C'est-à-dire que de janvier, février, mars, il faut nous payer les 3 mois. 3 mois du salaire. Ben, M. Ouattara, 3 mois du salaire pour un pays, pour à peu près 255 députés, c'était très facile. Il a débloqué donc les 3 mois donc de salaire et ce qui nous a ramené donc les élections donc, de mars 2025 à 2026 en décembre 2025, alors que M. Ouattara, sachant qu'il allait braquer les élections présidentielles, comprenez, avec les frustrations, et sachant que le parti politique allait bouder, lui, il s'en foutait. Ce qu'il voulait seulement, c'est de gagner. Si le PDCI ne participait pas, ils allaient participer. Ils allaient participer, on allait mettre tous les journalistes, André Sylvain, tout ce monde-là, député à l'Assemblée nationale. Et puis M. Ouattara directement allait couper avec tout ce qui est comme parti politique. Il savait ce qu'il faisait, cher ami. Ah oui, il savait ce qu'il faisait. Mais tant que nous n'allons pas passer notre temps à réellement analyser ou bien avoir des analystes, des gens patriotes qui vont venir expliquer le b.a.-ba des choses aux Ivoiriens, sans pour autant être très pédant, sans pour autant réellement prendre tellement de décisions, on sera dans cette confusion. Parce que cette lecture, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui avaient cette lecture. Ce n'est pas tous les sachants qui pouvaient avoir cette lecture. Mais il y avait des sachants très formés qui pouvaient expliquer le b.a.-ba des choses, de la politique, comment les choses avancent, et ouvrir les yeux donc des Ivoiriens. Mais ça n'a pas été le cas. Vous comprenez? Donc la majeure partie des Ivoiriens, nous qui sommes profanes dans la politique, on n'avait pas cette lecture des choses. Donc dès lors, si on n'a pas une compréhension des choses, mais c'est très difficile. Voilà. Voilà le problème que nous avons. On oriente les Ivoiriens vers les clashs. Apouchou, l'autre là, il s'appelle comment? Apouchou, il y a l'autre là, il s'appelle encore le pasteur, là. Makossa, Makosso ou bien quoi là. Tout ce monde-là, on les amène pour venir distraire les Ivoiriens et pendant ce temps, le RHDP sur la coule douce. Ah, j'en ai fini, ladies and gentlemen. Oui, oui. Ah, j'en ai fini. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Alors, comme je l'ai dit, ladies and gentlemen, on le sera tant bien que mal de faire donc les émissions à partir donc de 14 heures donc tous les jours, 15 à 30 minutes. N'oubliez pas donc de critiquer nos choses, s'il vous plaît. Vous pouvez nous critiquer, ne vous en faites pas. Soit en inbox, critiquer des sujets que vous aimeriez certainement que nous mettons sur la table, la manière dont nous présentons donc les sujets, si vous voulez des améliorations et tout ça, n'hésitez pas.
Faites-nous savoir. Et puis, quand vous êtes en ligne, n'oubliez pas, on va essayer donc d'étendre tout ce que nous faisons. Chaque fois que vous êtes en ligne, vous êtes connecté, essayez donc de propager cela à trois ou à quatre de vos amis. Bon, quand on suit, on a à peu près au moins 300, 400. Ben, si vous propagez à 200, 3, à 3, 4, 5 personnes, ça nous amène un peu à 1000, 2000, 3000, 4000 en direct. Croyez-moi, ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Vous comprenez? Donc, chaque fois que vous êtes en antenne, n'oubliez pas donc de partager donc les émissions, les lives, afin qu'on soit un peu beaucoup plus pour informer, éduquer les jeunes gentlemen. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien et très bientôt à ma sœur Sabine et l'autre que je ne vois même plus aussi, hein.